In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un film du présent, un film qui sort aujourd'hui, le 23 octobre. Le film s'appelle La Déposition, réalisé par Claudia Marchal. Je remercie l'attaché de presse Annie Morette pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et pour nous en parler une petite vingtaine de minutes du film, Claudia en tout cas a accepté d'être là pour nous en parler, donc je suis assez content. Question que je pose à tous mes invités, une question très banale, mais peut-être pour le coup, elle aura des résonances par rapport à ce que dit le film. Comment vous vous sentez aujourd'hui, jour de la sortie du film? Un petit peu fatiguée parce qu'il y a eu une avant-première hier soir et qui s'est terminée un petit peu tard, mais en dehors de ça, plutôt contente. Le film sort, je crois, il y a 27 copies en France. Voilà, c'est une petite sortie, mais c'est plutôt chouette pour un documentaire, donc je suis plutôt enthousiaste. On va voir, on va voir la suite. Quand on regarde sur ce que cela soit sur le dossier de presse, le petit synopsis, qui est criant de vérité, indique: 1993, Emmanuel croit trouver un refuge auprès de Hubert, qui est le curé de son village en Alsace. Mais un après-midi pluvieux, Emmanuel donc ressort du presbytère après avoir juré de ne jamais raconter ce qui s'y est passé. Et 30 ans plus tard, Emmanuel se souvient donc de ce jour. Il va à la gendarmerie et il donc commence sa déposition. Il active discrètement l'enregistreur de son téléphone. Et pendant tout le film, on entend la déposition d'Emmanuel, mais en off. Enfin, je veux dire, on voit soit des images du commissariat ou soit d'autres images. Et ma première question, c'est pas forcément une question, mais j'ai été, en regardant votre film, j'ai été extrêmement effrayé parce que pouvait être une simple voix qu'on colle, qu'on associe à des images qui sont pas forcément liées. Je pense notamment à des images de lui, de ses sœurs, des images voilà, des images familiales, et il y a cette voix off de la déposition. Et en fait, j'ai l'impression que le film, c'est ça aussi. C'est comment une voix très simple, qui finit par être extrêmement, vidée d'émotion parce que c'est une déposition. Il doit reprendre, répéter les choses et puis vous lui collez, enfin, vous mettez d'autres images, et je trouve qu'il y a une espèce de frayeur qui est assez incroyable. Est-ce que ce travail sur la voix a été, dès le départ, votre élément de mise en scène? Oui, tout à fait, ça s'est vraiment fait, au montage. C'est pas forcément quelque chose que j'avais, imaginé dès le début du projet. C'est, au moment du montage qu'on s'est rendu compte que cette déposition, c'était, un matériau vraiment très fort, le plus fort de tout ce que j'avais en ma possession. Hem Et ce qui m'a paru important, c'est que justement la parole, c'est la première fois une des premières fois qu'Emmanuel se livre, donc elle est justement pas encore vidée de sa substance. Elle est encore chargée de toute une émotion. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la pureté de la première fois ou d'une des premières fois qu'on raconte, le récit. Et donc c'est un témoignage très fort, à mon sens. Et ensuite, tout le défi au montage, ça a été, effectivement de faire du cinéma, avec, un document audio. Et là, c'est posé enfin, une difficulté, je dirais, ça a été de ne pas être trop littéral, en fait, d'aller chercher un matériau visuel qui viennent pas, comment dire? Qui viennent pas forcément répondre à ce qui est dit, mais qui qui fonctionnent en fait en ayant sa logique propre et qui raconte autre chose finalement que la parole, qui est sa propre, autonomie et qui donne à voir autre chose que ce qui est entendu. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit vraiment un matériau qui puisse accueillir, la parole, tout en permettant l'écoute et en racontant autre chose.
Donc j'ai trouvé que les images Super 8 pouvaient bien fonctionner parce qu'à mon sens, elles fonctionnent un petit peu comme pourrait fonctionner la mémoire, c'est-à-dire que c'est déjà des fragments, c'est des images qui sont fragmentées et donc à mon sens, ça ressemble un petit peu aux souvenirs qui se constituent au fur et à mesure qu'Emmanuel témoigne. Et elle raconte aussi bien, l'oubli, puisqu'il y a des choses qui sont un petit peu Mmh. floues, un petit peu cotonneuses et éthérées et je trouve qu'en ça, le Super 8 traduit bien toutes ces choses-là et à l'inverse, j'ai essayé moi après de faire des plans, très longs, très fixes qui viennent un petit peu, s'inscrire en contrepoint justement des images, découpées, Super 8 et qui sont, posées, où on filme vraiment la banalité de certains lieux qui, par ailleurs, ne sont pas forcément très beaux, mais qui sont des lieux, où l'histoire s'est déroulée et qui sont tout d'un coup chargés d'une histoire qu'on regarde à l'aune du témoignage d'Emmanuel, voilà, qu'on apprécie autrement après avoir entendu son témoignage, qui deviennent chargés d'une histoire. Il y a un plan qui est impressionnant, c'est pratiquement au début, c'est même au début de sa déposition, quand il commence d'ailleurs et on ne le voit pas, on ne les voit pas et vous filmez, vous choisissez de montrer un plan, de la pièce ou d'une des pièces de la gendarmerie. Et il y a, sur les murs, plein d'affiches, des affiches généralement pour avec des numéros de téléphone en cas de voilà, de brutalité, de viol, de djihadisme, plein de choses comme ça. Et il y a un petit miroir qui est juste au-dessus, qui donne sur le monde, qui donne sur l'extérieur. J'ai trouvé ce plan incroyable, incroyable. Et en plus, comme vous l'avez très bien dit, c'est un plan qui dure. Donc dès le départ, je l'avais pas vu. J'avais vraiment pas vu tout ça et puis c'est en voyant le miroir qui m'a permis de comprendre ce qu'il y avait au niveau des affiches et de voir le monde. Et j'ai l'impression que c'est un peu Emmanuel aussi depuis des années avec cette fameuse image manquante et là, on a l'image manquante avec avec le reflet, ce miroir qui donne sur le monde. Je trouvais ce plan incroyable. C'est beau ce que vous dites, vous en parlez bien. Merci. Oui et effectivement, c'est ça et le plan, il a aussi cette fonction de nous rappeler qu'à un moment enfin, qu'on s'éloigne progressivement. On va s'éloigner en fait de cette pièce où va se dérouler l'audition et on Mmh. va, nous, spectateurs aussi, basculer vers l'extérieur pour finalement ne plus jamais entrer dans la pièce. Il y a une introduction au départ, on nous présente l'adjudant, on nous raconte, enfin, on nous explique en quelques mots comment va se dérouler la déposition et ensuite on ne reviendra plus jamais. En fait, les portes de la gendarmerie se referment et on restera, nous, effectivement, dans ce petit, enfin, de l'autre côté du miroir, dans le monde extérieur, ouais. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous ne vouliez pas faire, ce que vous ne vouliez pas mettre dans le film? Vous aviez donc cette déposition, cette voix, enfin, enregistrée et ensuite il faut trouver les plans. Mais est-ce que déjà vous saviez le chemin que vous ne souhaitiez pas emprunter? Parce que peut-être un chemin trop facile, trop dans l'émotion ou trop démonstratif, je sais pas. Est-ce que vous aviez une idée de ce que vous ne vouliez pas faire? Mmh, hem, je sais que je voulais faire un film où sans trop de pathos, si je puis dire. Je voulais qu'il y ait une forme d'humour aussi. Je voulais et en ça, je trouve qu'Emmanuel est un personnage, vraiment très intéressant parce qu'il est très complexe et par moments même, on a pu me dire qu'il correspondait pas finalement à la victime idéale. Parce qu'il est pas dans le sens où il est pas dans l'apitoiement. C'est Mmh. quelqu'un qui est aussi, en colère, mais pas que, qui a envie de se saisir de son histoire, de se l'approprier, qui est moteur dans la fabrication et ça me plaisait bien. J'avais pas envie qu'on soit dans un truc, oui, qui serait trop dans l'apitoiement, si je peux dire ça comme ça. Heu, voilà. Je Il y a
Oui, non, mais je vois très, très bien, mais et ce qui est assez incroyable aussi, c'est qu'il y a, en plus donc du personnage du prêtre, il y a aussi un autre personnage que j'ai omis de signaler alors qu'il est extrêmement important pour le coup, dès le début déjà, c'est le père et il y a un plan. Enfin, on comprend progressivement un peu ce qui s'est passé, à savoir que, si je me trompe pas, dès dès le moment où quelques semaines ou quelques jours après, il y a eu ce viol, il en a parlé auprès de sa famille et puis ça a été une situation un peu compliquée où donc il n'y a pas eu de suite à cela et puis c'est beaucoup plus tard où le père décide d'Emmanuel décide d'aller voir ce prêtre, alors que Emmanuel lui avait demandé de ne pas le faire, tant qu'il n'avait pas quitté ce village finalement et il le fait et ce plan en plein milieu du film, ou un peu plus, où il y a un moment, Emmanuel et le père dans une même pièce, plan simple, cadre très simple, il lui fait écouter, la déposition et j'ai l'impression c'est là et alors le plan est magnifique et dur, mais il y a un truc encore plus dur, c'est qu'il a fallu une voix qui soit une voix qui vient d'un endroit, institutionnel où on ne va pas lui couper la parole et donc son fils et enfin le père est en train d'écouter en fait 2 voix. Celle, qu'il n'a pas voulu écouter et celle qui est là, qui est enregistrée et il ne peut pas la contredire parce qu'en fait c'est une voix institutionnelle, hein. C'est la voix officielle, c'était enregistré chez les gendarmes. C'est un plan effrayant là pour le coup. J'utilise beaucoup le mot effrayant, mais c'est vraiment effrayant. Et ce dispositif-là, j'ai l'impression que le réel vous le donne aussi. C'est un cadeau du réel pour le coup. Alors en fait, c'est pas la déposition qu'il écoute à ce moment-là, c'est une autre déposition qui est très Ouais, similaire à la déposition, mais c'est le moment où Emmanuel va voir l'archevêque. En oui. fait, il a été voir l'archevêque et il a, également enregistré, son échange avec l'archevêque. Non, mais vous avez tout à fait raison, le père d'Emmanuel à ce moment-là, il est très respectueux de cette hiérarchie ecclésiastique. Donc pour lui, de comprendre par la suite que son fils a été voir l'archevêque avant lui, voilà, il est très impressionné par cette démarche. Moi, Emmanuel m'avait envoyé cet audio. Il m'avait, fait écouter cet audio, donc en fait, je savais ce qu'il contenait, je connaissais toute sa charge émotionnelle. Je savais possiblement ce que ça représentait pour le père et donc à partir de là, je savais que j'avais beaucoup de matière audio, donc encore une fois, c'est comment est-ce qu'on fait du cinéma avec cette matière, uniquement sonore? Et donc j'ai proposé à Emmanuel de faire, écouter, l'audio à son père et j'ai parlé aussi à son père un petit peu en amont. Je l'ai préparé quand même en lui disant: «Voilà, on va te faire écouter quelque chose», j'ai essayé d'en révéler le moins possible et là, je choisis de faire un plan séquence parce que, je me dis: «Je sais pas bien ce qui va se passer». Alors j'étais étonnée parce que quand même, il est très bavard généralement, donc je ne pensais pas qu'il écouterait aussi attentivement. Donc je fais le choix d'un long plan séquence et je suis assez contente de ce choix parce que je trouve que c'est vraiment très beau quand le père, prend les écouteurs, qu'il les rapproche, de ses oreilles au moment même où Emmanuel dit: «Dans ma famille, on s'écoute pas, on s'entend pas, on prend pas le temps l'un pour l'autre» et encore une fois, vous avez raison, je pense que c'est ce que moi je me raconte en tout cas, c'est que c'est la première fois que le père écoute et parce que ça passe effectivement, c'est une parole qui passe par un tiers et que là, en fait, il est peut-être parce qu'il est aussi coincé dans le dispositif du film, mais là, il est obligé d'être attentif et c'est un vrai moment de bascule dans le film. Il y a vraiment un avant et un après. Je pense que c'est un petit peu le climax et que oui, je pense qu'à ce moment-là, il entend vraiment ce qu'Emmanuel, raconte. Quand vous avez commencé à suivre, Emmanuel, ou est-ce que, comment dire? Est-ce que, vous regardiez, les rushs, assez souvent ou vous les avez mis de côté pendant un certain temps?
même s'il y a des images que lui-même a faites aussi. Ouais. Mais comment on travaille sur, ce genre de matériaux? Je regardais au fur et à mesure, c'est un tournage qui s'est fait, je dirais, sur plusieurs semaines. Même une fois que après avoir entamé le montage, je suis retournée, filmer des choses. Disons que je suivais un petit peu, je dérushais un petit peu. En fait, si je réfléchis en parlant, parce qu'on oublie, on se raconte parfois après des histoires sur la fabrication du film, mais si j'avais commencé, en plus j'avais travaillé à fabriquer une sorte de teaser pour chercher des sous. Donc c'est une matière que j'avais quand même, que je travaillais au fur et à mesure. Je classais, j'avais fait un projet. Évidemment, on a tout repris après une fois en montage, mais j'avais pas mal classé, ordonné les archives, les photos. Lui m'avait confié beaucoup de choses, donc je numérisais au fur et à mesure. J'allais Mmh. rechercher des bobines parce que je projetais les bobines chez moi sur mon mur et puis je les refilmais. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé la matière au moment où je tournais. Au moment où vous tourniez. Ouais. Et moi, je me suis posé la question, par rapport à lui, par rapport à Emmanuel. Hem, Finalement, le fait qu'il y ait ce film, qu'il y ait ces images, heu, est-ce que c'était quelque chose qu'il voulait dès le départ, ou ça a mis du temps pour qu'il accepte tout cela? Il a tout de suite accepté ma proposition de faire un film. D'accord. Parce que je pense que bon déjà on est très proches, puisque c'est mon cousin, donc il y avait une relation de confiance qui était préexistante, je dirais. Et quand je lui ai proposé, c'était davantage, un film centré autour de la foi et lui, il a vu cette proposition comme l'opportunité de raconter son histoire. D'accord. Tous les ingrédients qui sont dans le film aujourd'hui, à savoir son cheminement spirituel, sa relation à son père et l'affaire, juridique, si je puis dire, liée à ce qui lui est arrivé, à l'âge de 13 ans. Tous les ingrédients étaient déjà là au départ. Par contre, ils se sont complètement, réagencés de manière différente. C'est-à-dire qu'au départ, la foi et le cheminement spirituel occupaient une place beaucoup plus importante dans ce que j'avais imaginé. Et ça c'est devenu presque, enfin, c'est devenu la toile de fond finalement dans le film actuel et c'est vraiment la dimension juridique avec la déposition, la réappropriation d'Emmanuel dans son histoire qui a pris, le dessus. Mais Emmanuel s'est saisi de la proposition et même c'est moi qui lui ai proposé de constituer de la matière pour le film. Alors au départ, simplement pour des raisons pragmatiques, parce que j'étais pas au même endroit que lui, j'étais engagée sur un autre projet et je lui avais demandé de tenir une sorte de journal intime, à la fois pour qu'il me raconte un petit peu à la façon dont il se sentait, les émotions qu'il traversait, et pour qu'il suive enfin, qu'il garde une trace aussi de ses démarches et je pense que ça lui a bien plu, cette proposition et je suis assez contente, finalement. Enfin, au départ, c'était pas forcément, pensé, je savais pas quelle place ça allait avoir dans le film, mais je trouve que c'est pas mal finalement qu'il soit moteur dans la façon de raconter, son histoire, qu'il soit partie prenante. Je trouve que ça fait sens, au final. Il y a quelque chose d'étonnant aussi dans tout ça, c'est la distance qu'il y a entre vous et lui, donc entre le film et lui-même, et c'est beaucoup plus tard que c'est en lisant le dossier de presse que j'apprends que c'est votre cousin. Si je ne l'avais enfin, j'aurais pu ne pas le savoir, c'est pas le souci, dans le sens où, il y a quand même toujours cette distance. Mais le fait de le savoir, c'est encore plus étonnant qu'il y ait encore toujours cette distance. Et bon, c'est pas votre premier film non plus, donc vous savez exactement ce que vous faites. Mais, c'est toujours intéressant aussi parce que la fameuse question que l'on se pose, j'imagine, sur n'importe quel tournage, que cela soit un documentaire ou une fiction, c'est: «Où est-ce que je la mets cette caméra? Où est-ce que je la mets cette caméra?»
Et est-ce que, pour ce film, il ne fallait pas trop se la poser cette question et juste aller à l'instinct? Ouais, peut-être, en fait. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai faites de manière très spontanée. C'est posé par la suite la question de ma présence dans le film. Est-ce Mmh. qu'il fallait qu'on dise, qu'on parle de mon lien, familial, au protagoniste? Et ça m'a pas paru nécessaire, en fait. J'avais l'impression que c'était un petit peu comme tirer la couverture à moi et aussi que ça complexifiait un peu, l'histoire, que ouais, que c'était pas nécessaire. J'en avais pas très envie, en fait. Je voilà, c'est vrai qu'on me dit parfois enfin, en général, c'est les gens les quand les gens le savent, ils me disent que ça leur manque. Mais quand on le sait pas, j'ai pas l'impression que c'est un problème Mmh. et je trouvais que c'était pas nécessaire. Ça me semblait pas nécessaire. Peut-être que si on vous aviez vu à ce moment-là ou beaucoup plus, peut-être que là on serait plus dans parce que ça fait je crois 2 fois que vous utilisez le mot «faire cinéma». Je pense que là on serait plus dans le cinéma, on serait peut-être sur autre chose. Voilà donc le film sort aujourd'hui, La Déposition de Claudia Marchal. Je vous invite fortement à aller voir ce très, très beau film et étonnant et encore merci, de nous avoir consacré un peu de temps le jour de la sortie du film. C'est pas évident et donc pour ça, merci beaucoup Claudia. C'était un plaisir en tout Merci cas. beaucoup, merci à vous. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle